Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de Parallel Programming for Embedded MPSoC. Je suis Carole Desnos et c'est moi qui serai votre enseignant pour l'ensemble de ce module. Avant de commencer, voici quelques informations logistiques sur ce cours. Ce cours se découpera en 4 cours de 2 heures chacun, et pour ce format vidéo, le cours sera découpé en chapitres d'une vingtaine de minutes environ. Chaque chapitre, ou chaque partie du cours, donnera l'occasion de faire un quiz qui permettra de vérifier si vous avez tout simplement bien compris ce qui était présenté dans le cours. Au niveau des travaux pratiques, en fonction de votre formation, que vous soyez CDTI ou O2I, vous aurez des TP qui sont adaptés à votre cursus et qui permettront d'illustrer les différents points techniques du cours. Concernant le projet, pour les étudiants en E2I, vous aurez un projet à réaliser sur une douzaine d'heures qui vous permettra d'aller au-delà de ce que vous avez vu en TP pour mettre en pratique les techniques de parallélisation sur un projet concret de programmation embarquée. Enfin, pour terminer l'examen, pour ce module, l'examen prend la forme d'un questionnaire à choix multiples dont les questions seront très similaires à celles que nous voyons pendant le cours durant tous les chapitres. Donc voilà pour les informations sur le déroulement du cours. Et nous allons commencer tout de suite par parler de l'introduction, c'est-à-dire de quoi va-t-on parler dans ce cours et qu'est-ce que cela veut dire que de porter des algorithmes sur des MPSoC et qu'est-ce qu'un MPSoC? Comme tout cours architectural qui se respecte, nous allons commencer par la loi de Moore. La loi de Moore, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que la complexité hardware, la hardware complexity, c'est-à-dire le nombre de transistors que l'on peut embarquer sur un seul morceau de silicium, sur un chip, donc sur une puce, eh bien ce nombre de transistors double environ tous les 18 mois. Cette loi, elle a donc été proposée par Moore dans les années 70, et depuis, c'est une loi qui se vérifie plus ou moins, c'est-à-dire que si vous achetez une puce programmable aujourd'hui, elle a à peu près une complexité hardware 2 fois supérieure à celle qu'elle aurait pu avoir il y a 18 mois. Dans le même temps, il y a un autre concept qui existe qui s'appelle la software complexity. La software complexity, c'est le nombre de lignes de code qu'il faut écrire pour exploiter pleinement les capacités de calcul d'une puce. D'accord? Eh bien, à langage constant, c'est-à-dire si on imagine qu'on a toujours écrit nos programmes en assembleur, qu'on n'est jamais passé au langage C, au C++ ou à un autre langage, eh bien, à langage constant, il faut considérer que le nombre de lignes de code que l'on doit écrire pour exploiter pleinement les capacités de calcul des nouvelles puces qui arrivent sur le marché, eh bien, ce nombre de lignes de code, lui, double environ tous les 10 mois. C'est-à-dire que la complexité du code à écrire pour exploiter pleinement les capacités de calcul des puces, augmente très rapidement. Dans le même temps toujours, on a ce qui s'appelle la software productivity. La software productivity, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de lignes de code qu'un ingénieur, vous, dans quelques années, est capable d'écrire par jour. Encore une fois, à langage constant. D'accord? Donc, encore une fois, en imaginant qu'on code toujours uniquement en assembleur, eh bien, grâce aux nouveaux outils de développement qui sont disponibles sur le marché, on peut estimer que le nombre de lignes de code qu'un ingénieur va être capable de produire par jour de travail va doubler environ tous les 5 ans. Alors en réalité, ce doublement n'est pas lié à une augmentation des capacités surhumaines des développeurs, il est lié à l'introduction de nouveaux langages, puisque typiquement, quand vous programmez en langage C, pour chaque ligne de code de langage C que vous écrivez, eh bien vous avez peut-être une dizaine, une cinquantaine de lignes équivalentes en assembleur. Eh bien, c'est ça qui permet en réalité d'augmenter la productivité logicielle des ingénieurs. C'est l'introduction de nouveaux langages. Sauf que cette évolution, cette introduction de nouveaux langages, de l'assembleur au C, du C au C++, du C++ à d'autres outils plus performants et d'autres langages plus performants, eh bien, cette introduction se fait à un rythme assez lent qui ne permet de doubler le nombre équivalent de lignes de code produites par jour par un ingénieur que tous les 5 ans. Et donc là, on a un problème qui apparaît, puisqu'il y a un gouffre grandissant, un gap, entre la software productivity et la software complexity. Ce qui veut dire que les ingénieurs, la productivité des ingénieurs n'augmente pas aussi rapidement que le nombre de lignes de code qu'il faudrait produire pour exploiter pleinement les capacités de calcul des puces qui sont mises sur le marché.
Et cela, ça veut dire qu'on a un problème, les entreprises ont un problème, ce Software Productivity Gap est un problème, puisque pour exploiter pleinement les capacités de calcul d'un chip, il va falloir augmenter la taille des équipes, augmenter le nombre d'ingénieurs pour être capable de développer les produits en temps et en heure. Et c'est ce problème qui va motiver tout ce qu'on va voir dans le reste du cours, toutes les techniques de programmation que je vais vous présenter, tous les aspects architecturaux que je vais vous présenter, vont se rapporter à cette problématique de comment augmenter la puissance de calcul des processeurs, des chips, et comment augmenter la productivité logicielle des ingénieurs pour rattraper, pour combler ce Software Productivity Gap. Alors, nous allons maintenant regarder rapidement ce qui se passe du côté de la Software Complexity. Dans le même temps que les puces augmentent leur complexité hardware, les applications, les algorithmes que l'on veut déployer sur ces puces ont une complexité qui augmente également d'année en année. Un exemple à la mode aujourd'hui, c'est tout ce qui va être intelligence artificielle et notamment les Convolutional Neural Network, dont vous avez un diagramme présenté ici à l'écran. Eh bien, tous ces Convolutional Neural Networks sont des applications qui sont extrêmement gourmandes en calcul. Ce sont des applications qui ne sont finalement pas extrêmement complexes d'un point de vue cognitif pour les comprendre, mais ce sont des applications qui demandent énormément de calcul. Si vous regardez cette image, à gauche, vous avez une image d'entrée que l'on va chercher à classifier, c'est-à-dire qu'on va chercher à reconnaître ce qui se trouve dans cette image. Pour faire cela, eh bien, nous allons appliquer un certain nombre de convolutions. Une convolution, c'est une matrice avec un certain nombre de coefficients, en général petits par rapport à l'image d'origine, donc par exemple une matrice 3 par 3, et nous allons faire une convolution de cette matrice avec l'image d'entrée. Ceci va nous permettre d'obtenir ce que l'on appelle une feature map, qui sont représentées à droite de l'image d'entrée, et avec différents noyaux de convolution, donc avec différentes matrices, nous allons obtenir différentes features map, chacune représentée par un carré bleu. D'accord ? Pour faire tout cela, cela demande beaucoup de calcul, puisqu'une convolution d'une matrice sur une image, ça demande énormément de calcul. Ces feature maps que l'on a obtenues, on va réduire leur taille. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va diviser la taille de cette feature map en appliquant du subsampling, du sous-échantillonnage, pour obtenir la fmap que l'on voit encore un petit peu à droite. Et on va recommencer le processus. Nous allons appliquer des nouveaux noyaux de convolution sur ces nouvelles fmap, ce qui va nous permettre d'obtenir une nouvelle étage d'fmap qui vont être elles-mêmes subsamplées, et nous allons comme ça itérer sur plusieurs couches, d'où la notion de deep learning. Nous avons un réseau profond en nombre de couches, qui nous permet in fine d'obtenir une classification et déterminer que nous avons un chat ou une pizza dans l'image. Cette application représente une quantité de calcul gigantesque. Et c'est donc une application complexe à déployer, particulièrement quand on veut la déployer dans un système embarqué où les capacités de calcul sont limitées. La deuxième chose qu'il y a d'intéressant sur cette application, c'est qu'elle est très parallèle. Si on prend l'image d'entrée et la première série de feature maps que l'on va générer, chaque feature map va être générée avec un noyau de convolution différent des autres feature maps. Eh bien, cela signifie que, à partir de l'image d'entrée, je peux calculer en parallèle chacune de mes feature maps en utilisant un noyau de convolution différent pour générer chacune d'entre elles. Et donc on a une application qui présente énormément de calculs, mais qui présente également des opportunités pour faire ces calculs en parallèle avec d'autres. Un deuxième exemple d'application sur lequel je vais être un peu plus bref, c'est une application de télécommunication, avec ici à l'écran un schéma qui représente des calculs qui sont effectués dans les stations de base de réseaux de télécommunications 4G. La station de base, c'est tout simplement un ordinateur, un serveur, qui se trouve au pied des antennes que vous pouvez croiser autour de chez vous, donc des antennes du réseau 4G. Sur ce schéma, on a représenté de manière schématique, avec des blocs, les différentes parties de l'application, les différents calculs. Sur la partie supérieure, qui s'appelle Downlink, nous avons les calculs qui servent à transmettre des informations qui transitent sur le réseau, sur Internet, à les encoder et à les envoyer à l'antenne pour les envoyer vers votre téléphone.
En dessous, nous avons la partie uplink, eh bien c'est tout simplement le chemin inverse. C'est des calculs qui récupèrent les signaux en provenance de l'antenne, et donc en provenance de votre téléphone, qui vont les décoder pour permettre d'envoyer des paquets IP sur le réseau Internet. Alors, ce qui est intéressant sur cette application, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a du parallélisme. Si on regarde le bloc supérieur et le bloc inférieur, on voit tout de suite qu'il n'y a aucune flèche, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée qui transite entre ces deux parties. Ce qui signifie donc que ces deux parties vont potentiellement pouvoir représenter des calculs exécutables en parallèle sur le serveur, la station de base qui se trouve au pied de l'antenne. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que de manière très intuitive, on est capable ici de représenter une application avec un schéma bloc, c'est-à-dire avec un ensemble de rectangles dont chaque rectangle va représenter une fonction qu'il va falloir exécuter sur des données pour faire une partie de l'application. Les flèches, elles, représentent des données qui vont transiter entre ces différentes parties de l'application. Et là, on va avoir quelque chose qui va nous intéresser plus tard dans le cours, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de représenter des applications sous cette forme-là, sous forme de schéma bloc, et tenter directement d'en inférer le parallélisme et de trouver un moyen d'exécuter directement des applications, de compiler ces applications représentées sous forme d'un schéma bloc pour pouvoir les exécuter. Revenons maintenant à la partie complexité hardware, complexité matérielle. Sur la courbe que vous avez ici, est représentées deux informations. Sur les abscisses, eh bien, nous avons des années, et sur les ordonnées, nous avons un nombre de PE, PE signifiant Processing Element, donc élément de calcul. Eh bien, cette courbe, elle représente tout simplement le nombre de Processing Element que l'on peut embarqué ou qui est embarqué sur un morceau de silicium qui est vendu dans le commerce, donc dans une puce qui est vendue dans le commerce. Ce qui est intéressant de voir, c'est que jusqu'au début des années 2010, eh bien, le nombre de processing elements, c'est-à-dire le nombre d'éléments de calcul embarqués sur une puce, restait très faible. Et c'est tout simplement lié au fait que jusqu'au milieu des années 2000, lorsqu'on avait des nouveaux transistors disponibles sur le silicium, grâce à la loi de Moore, eh bien on les utilisait majoritairement pour augmenter la complexité des processeurs pour les rendre de plus en plus performants et de plus en plus malins dans leurs opérations. C'était faisable parce que, en même temps qu'on augmentait ce nombre de transistors, eh bien, la fréquence à laquelle on pouvait faire tourner les calculs augmentait également. On est passé en quelques années de processeurs qui tournaient à quelques dizaines de mégahertz à des processeurs qui tournaient à des centaines de mégahertz, puis à quelques gigahertz. Le problème, c'est qu'au milieu des années 2000, eh bien, les processeurs sont devenus très complexes, avec des mécanismes que vous avez déjà dû voir dans d'autres cours d'architecture, comme le pipeline, les registres, le renommage de registres, tout ce genre de choses, l'exécution out of order. Et donc, ce sont des processeurs qui sont devenus très complexes, et les processeurs ne pouvant plus bénéficier d'une fréquence d'exécution plus rapide, eh bien, il n'a plus été possible de continuer à rajouter de la complexité dans les processeurs pour les rendre plus performants. Et donc, pour continuer à augmenter la performance des processeurs, à partir du milieu des années 2000, au lieu de continuer à faire des processeurs de plus en plus complexes, eh bien, la stratégie industrielle a changé et on s'est mis à rajouter plusieurs processing elements, là où il n'y en avait qu'un seul auparavant, dans les processeurs. Et donc là, de manière assez logique, mathématiquement, si au lieu d'avoir un processeur, j'ai deux fois le même processeur sur ma puce, eh bien, je vais directement doubler la puissance de calcul théorique de ma puce. Et cette tendance, elle a continué. Quand on regarde, au courant des années 2010, eh bien, le nombre de processing elements embarqués sur une puce a augmenté, de manière lente, mais a augmenté, pour arriver en 2015 à des processeurs avec déjà une dizaine, une cinquantaine, voire même une centaine de cœurs sur le marché. Puis, au cours entre 2015 et 2020, eh bien, cette tendance elle a continué et elle continue aujourd'hui. Et on a aujourd'hui sur le marché des processeurs qui embarquent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de processing elements sur un seul morceau de silicium. Alors, dans le titre du cours, nous avons le terme MPSOX. Eh bien, ce terme MPSOX, il signifie Multiprocessor System on Chip. Qu'est-ce qu'un multiprocessor system on chip? Eh bien, vous avez une description, un petit schéma ci-dessous. C'est
voici les éléments que l'on va retrouver typiquement dans un processeur que l'on trouve sur le marché aujourd'hui, dans un processeur embarqué. Tout d'abord, nous avons des processeurs généralistes. Ces processeurs généralistes, ils sont capables de faire à peu près n'importe quoi, mais en réalité, ils le font assez mal. Ils le font assez mal dans le sens où ce sont des processeurs qui sont très complexes, ils peuvent décoder de la vidéo, de l'audio, faire des images 3D, vous permettre de naviguer sur Internet, donc ils font plein de choses, mais ce sont ces fameux processeurs dans lesquels on a utilisé des transistors pour mettre des mécanismes très complexes, et donc ce sont des processeurs qui consomment beaucoup d'énergie. D'accord? Donc en fait, ce sont des mauvais processeurs, dans le sens où certes ils sont performants, mais cela se fait au détriment d'une consommation énergétique très élevée. À côté de ces processeurs généralistes, eh bien, nous avons des processeurs spécialisés pour certains types de fonctionnalités. Alors, la spécialisation peut être légère, par exemple pour s'adapter à un domaine applicatif, comme des applications du traitement de signal, mais cette spécification de processing element, elle peut être très très forte, avec des processing elements qui ne vont réaliser qu'une fonction très particulière, comme par exemple une transformée de Fourier. Ensuite, nous avons la mémoire. Aujourd'hui, quand vous achetez un processeur sur le marché, on peut estimer qu'environ 80% de la surface de silicium est utilisée pour des éléments de mémorisation. Alors, cela va des registres jusqu'à la mémoire embarquée sur la puce. Donc 80% de silicium est utilisé pour cela, et ce n'est pas suffisant. Vous verrez un peu plus tard, et on essaiera de vous montrer en TP, que la mémoire, quand on parle de système embarqué, c'est toujours l'élément qui nous manque en premier pour avoir des applications plus performantes. C'est rarement la disponibilité de processeurs qui est un problème, c'est souvent la localisation et la taille des mémoires qui est un problème. On continue avec les interfaces vers le monde extérieur, les périphériques. Sur une puce, pour qu'elle puisse faire quelque chose d'intéressant, il va falloir qu'elle puisse se connecter avec le monde externe pour pouvoir, par exemple, aller contrôler un moteur, aller récupérer les images d'une caméra, aller envoyer du son vers des écouteurs, par exemple. Eh bien, ces périphériques font partie des éléments qui se trouvent sur le silicium. On continue avec de la logique reconfigurable. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas présent encore aujourd'hui dans une large majorité de chips, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est d'intégrer un FPGA, donc de la logique reconfigurable, sur un système embarqué, sur une puce. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que le FPGA va avoir les avantages d'un accélérateur hardware, c'est-à-dire d'un processing element dédié à une fonctionnalité, tout en ayant la flexibilité d'être reprogrammable à souhait. Et enfin, pour terminer, nous avons sur les puces des interconnexions, des moyens de communication qui permettent à tous les éléments que je viens de vous présenter d'échanger des données pour pouvoir travailler conjointement à fournir un service, à exécuter un programme pour l'utilisateur. Tous ces éléments, nous y reviendrons dans le cours, le troisième cours, qui sera dédié à présenter les éléments architecturaux des architectures parallèles. Ce genre d'architecture s'appelle une architecture hétérogène. Pourquoi hétérogène? Eh bien, tout simplement parce que les types de processing elements sont divers. C'est-à-dire que sur un même morceau de silicium, vous avez des processing elements généralistes et des processing elements spécialisés, et donc on parle d'hétérogénéité des éléments de calcul. Par opposition, on peut définir les processeurs multicœurs homogènes, dans lesquels on a un seul et unique type de cœur qui est dupliqué de nombreuses fois sur le processeur. Alors, quand on veut designer un système embarqué, qui va embarquer ce genre de puce, quelles sont les contraintes auxquelles on doit faire face? Tout d'abord, il y a des contraintes applicatives. Ces contraintes applicatives, elles sont diverses. Par exemple, il y a des contraintes de temps réel. Les contraintes temps réel, c'est-à-dire la vitesse d'exécution de votre programme doit respecter certaines contraintes. Si elle ne les respecte pas, votre système ne sera pas correct. Par exemple, si on prend un décodage vidéo, si votre système de décodage vidéo n'est pas capable de décoder au minimum 25 images par seconde, personne ne l'achètera parce que regarder un film avec sera particulièrement désagréable. Donc on a une contrainte applicative forte. Un deuxième type de contrainte, c'est une contrainte de reliability, donc une contrainte de confiance dans le système.
Par exemple, quand vous avez un ABS dans votre voiture, donc un système d'aide au freinage d'urgence, eh bien, vous voulez que ce système se déclenche quelques microsecondes après l'appui de votre pied sur la pédale de frein, et vous voulez qu'il se déclenche en quelques microsecondes, indépendamment des autres systèmes qui sont utilisés au sein de votre véhicule. C'est-à-dire que peu importe que vous ayez la radio, le GPS et le système de divertissement à bord pour les enfants à l'arrière de votre véhicule en marche ou pas, quels que soient les autres systèmes en marche dans votre véhicule, vous voulez que l'ABS se déclenche toujours dans une contrainte de temps très limitée. Eh bien ça, c'est une contrainte applicative forte et ça paraît idiot dit comme ça, mais c'est quelque chose qui peut être difficile à réaliser lorsque les différents systèmes à bord sont exécutés sur le même processeur. Enfin, nous avons des contraintes applicatives de taille et de consommation énergétique. Par exemple, quand vous avez un device portatif, quand vous avez un téléphone portable par exemple, eh bien, ce téléphone portable ne doit pas consommer de batterie trop vite, déjà parce que ça le ferait surchauffer, certains iPhones ont essayé et ça a été une catastrophe au niveau marketing, il faut qu'il soit petit et léger parce que sinon les gens ne voudront pas l'acheter parce qu'il ne tiendra pas dans leur poche ou dans leur sac à main. Et donc là, on a des contraintes applicatives fortes pour le design de votre système. Ce sont des contraintes qui vous permettent de mettre un produit sur le marché qui répond aux attentes des consommateurs. Vous avez une deuxième type de contrainte lorsque vous designez un système embarqué, ce sont des contraintes de coût. La première, c'est le coût d'ingénierie, c'est-à-dire ce que vous allez coûter à votre employeur quand vous serez diplômé. Eh bien, c'est le coût de design du système, qui va varier d'un système à l'autre et qui peut être plus ou moins important selon le nombre de produits que vous allez vendre. Ensuite, vous avez le coût de production, donc c'est le coût, combien ça coûte de produire un élément de votre système, un produit. Vous avez le coût de maintenance ensuite. C'est un coût qui n'est pas négligeable, puisque quand vous concevez un produit, eh bien, vous devez maintenant prévoir toute la durée de vie du produit. C'est-à-dire sa mise sur le marché, ça c'est plutôt le coût d'ingénierie et le coût de production, mais également tous les patchs que vous allez devoir déployer éventuellement pour corriger des bugs qui seraient plus tard détectés par les clients, ou pour apporter des nouvelles fonctionnalités, donc des mises à jour, toutes les réparations que vous allez éventuellement pouvoir faire au niveau électronique ou au niveau logiciel, on l'a déjà dit. Et bien ça, c'est le coût de maintenance, et c'est également un coût qui doit être pris en compte lorsqu'on design un système. Quand on développe un système, on doit prévoir le code, on doit prévoir le matériel pour qu'il puisse être réparé, pour qu'il puisse être mis à jour, pour qu'il puisse être maintenu, en un mot. Enfin, un dernier coût qui est important à prendre en compte aujourd'hui, c'est le coût de recyclage. Aujourd'hui, quand on conçoit un système, il n'est plus possible de négliger ce coût, et bien tout simplement parce que la société ne l'accepte plus, et c'est une bonne chose, et donc il faut être capable de prévoir comment, en fin de vie, un produit va pouvoir être démantelé proprement afin d'être recyclé. Et donc, ces contraintes de coût, eh bien, les respecter, c'est important, puisque ça va vous permettre d'être compétitif. C'est-à-dire que, avec une application donnée, si vous respectez les contraintes applicatives, ce qui fera la différence vis-à-vis de vos concurrents sur le marché, eh bien, c'est le coût de votre produit. Et donc, toutes ces contraintes de coût sont à prendre en compte pour être compétitif sur le marché. Enfin, il y a des contraintes externes. Ces contraintes externes, elles ne vous servent à rien. Elles sont là pour vous gâcher la vie en tant que développeur, c'est-à-dire qu'elles ne vous aideront pas à faire un meilleur produit. Elles ne vous aideront pas à faire un produit plus compétitif, globalement elles vont même plutôt vous en empêcher, mais si vous ne les prenez pas en compte, votre produit ne pourra pas être vendu. Un exemple de contrainte externe, eh bien, c'est les réglementations, les lois, sur les marchés sur lesquels vous voulez vendre votre produit, et les standards que vous devez respecter. Par exemple, lorsque vous vendez un téléphone, eh bien vous devez respecter le DAS, donc c'est-à-dire des réglementations sur l'électromagnétisme, et si vous ne les respectez pas, et que vous vous faites contrôler, eh bien votre produit sera retiré du marché. Nous sommes aujourd'hui en mai 2020, et c'est encore arrivé récemment à Razer, qui a vendu un téléphone sur le marché qui ne respectait pas ces normes, et le régulateur européen lui a imposé de retirer son téléphone du marché. Un deuxième exemple de contrainte, ce sont des contraintes environnementales. Le produit que vous concevez, il doit pouvoir, par exemple, fonctionner dans différents milieux. Et par exemple, si vous designez un appareil photo, eh bien cet appareil photo doit pouvoir fonctionner aussi bien
au milieu du Sahara que dans les pays nordiques, et donc avec des ranges de température très différents et des ranges d'humidité très différents. Si vous ne respectez pas ces contraintes externes, c'est-à-dire si vous ne faites pas en sorte que votre système fonctionne dans ces différents milieux, eh bien vous allez vous priver d'un certain nombre de marchés et cela va écorner votre image de marque. Donc ces contraintes externes, il faut également les respecter, même si globalement elles vous compliquent la vie. Une fois que tout cela a été dit, quels sont les challenges auxquels il faut faire face quand on va designer un système qui est basé sur un processeur multicœur sur puce, un multiprocessor system on chip? Eh bien, tout d'abord, il va y avoir d'exploiter le parallélisme de l'architecture. Si vous avez plusieurs processing elements sur votre architecture, qui sont chacun capables d'effectuer des calculs en parallèle les uns des autres, eh bien, il va falloir que l'application que vous designez ait des calculs à exécuter en parallèle. Si votre application n'a pas de calcul exécutable en parallèle, eh bien, les différents processing elements ne vont servir à rien. En plus de cela, il va falloir essayer de répartir équitablement la charge de travail sur les différents processing elements. Et on reparlera de ça dans le dernier cours. Ensuite, il va falloir essayer d'utiliser un système de design qui soit un système de hardware-software co-design. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le hardware-software co-design, eh bien, c'est tout simplement le fait de designer en même temps la partie logicielle et la partie matérielle de votre système. Pourquoi cela est nécessaire? Si on prend l'exemple des téléphones portables aujourd'hui, chaque constructeur de téléphone portable doit mettre sur le marché un nouveau téléphone portable tous les 6 mois, 1 an. Le temps de développement d'un téléphone portable n'est pas de 6 mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre à développer le produit suivant le jour où on met le produit N sur le marché. D'accord? Et donc, on est obligé de prendre de l'avance sur ce développement. Et ce qui devient compliqué, c'est que quand on développe un nouveau téléphone portable, eh bien on va à la fois développer le logiciel pour ce téléphone portable et la puce, le processeur, qui sera embarqué dans ce téléphone portable. Et cela est très compliqué, puisque cela veut dire que les personnes qui développent le logiciel n'ont pas la puce disponible pour tester leur application. Et les gens qui développent le hardware, eh bien, la puce, eh bien, ne savent pas déjà non plus quelle est l'application qui va tourner dessus. Et donc les deux doivent être designés en parallèle l'un de l'autre, et on verra sur la slide suivante que cela rend assez complexe le processus de développement. Ce processus de développement s'appelle l'exploration du design space, et cela consiste à faire des choix de design, aussi bien côté hardware que côté software. Enfin, vous devez respecter toutes les contraintes que vous avez vues dans la slide précédente, c'est-à-dire les contraintes applicatives, les contraintes de coût et les contraintes externes. Respecter les contraintes peut être compliqué. Pourquoi? Eh bien, par exemple, quand vous designez un système temps réel, être capable de certifier que votre système respectera les contraintes temps réel est quelque chose de très complexe. On y reviendra plus tard dans ce cours. Pour respecter les contraintes de coût, il va falloir, de coûts de développement et notamment de coûts d'ingénierie, il va falloir être capable également de réutiliser du legacy code. Alors du legacy code, quel que c'est? Eh bien c'est tout simplement du code préexistant. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise qui développe des systèmes de GPS, et cette entreprise va développer un nouveau GPS avec un affichage holographique. Lorsque vous êtes amené à travailler sur ce nouveau produit, eh bien, il y a des choses que vous allez devoir redévelopper, donc tout ce qui va être affichage, puisqu'on peut imaginer qu'avant c'était affiché sur un écran, eh bien il va falloir développer des nouvelles choses pour pouvoir faire un affichage du trajet de votre véhicule avec un système holographique. Par contre, tout ce qui va être chemin, tout ce qui va être calcul du chemin le plus court d'un point A à un point B, que vous ayez un affichage classique sur écran ou un affichage holographique en 3D, eh bien, le système qui va vous permettre de trouver le chemin le plus court, les algorithmes, eux, ne vont pas changer. Et donc, si vous, en tant qu'employé, vous commencez à recoder tout l'algorithme, tout le code qui permet de trouver le chemin le plus court de Rennes à Paris, eh bien, votre employeur risque d'estimer que vous perdez du temps puisqu'il possède déjà du code qui a été développé pour ses précédents produits qui permet de faire cela. Et donc, il va falloir que vous soyez capable, dans un nouveau produit qui potentiellement est basé sur un nouveau système, c'est-à-dire sur un nouveau matériel, sur une nouvelle puce, il va falloir que vous soyez capable de réutiliser du code préexistant parce que cela va permettre d'accélérer votre développement et donc d'être moins cher dans votre production.
Voilà à quoi ressemble un flow de design, un flux de développement typique, et c'est ici ce qui vous est présenté, c'est un flux de hardware-software co-design. Quelles sont les entrées de ce flux? Eh bien, vous avez tout d'abord, en haut, le code C de l'application, ça va être l'entrée principale pour la partie logicielle, et en dessous, vous avez le HDL, donc le Hardware Description Language, que vous utilisez pour développer le matériel de votre système, typiquement du VHDL ou du Verilog. Comment ça se passe? Le HDL, vous allez le donner à un synthétiseur qui va lui-même vous produire une netlist que vous allez passer à un système de placement et de routage, et cela va vous permettre d'obtenir un masque pour faire un morceau de silicium, pour faire une puce, ou un bitstream si vous êtes en train de programmer un FPGA, donc reconfigurable. Ce bitstream, une fois chargé sur le FPGA, ou ce masque, une fois gravé sur un morceau de silicium, eh bien, vous donne un certain nombre de processing elements, de mémoire, que vous pouvez utiliser. Durant tout ce processus, à chaque étape, le designer hardware va avoir besoin d'outils pour simuler son système, pour le débugger et pour le profiler. Le profiler, c'est-à-dire pour en mesurer les caractéristiques. Donc par exemple, mesurer la fréquence d'horloge qu'il est capable d'obtenir, mesurer la consommation énergétique du système hardware qu'il est en train de designer. Dans le même temps, vous avez la partie logicielle. À partir du code C, et avec un certain nombre de lignes de commande et d'options de compilation, eh bien, nous allons donner ce code C à un compilateur qui va nous générer un binaire. Ce binaire sera exécutable sur un matériel donné, potentiellement via un système d'exploitation. S'il n'y a pas de système d'exploitation, on va parler d'une exécution bare metal. Cet exécutable, cette logiciel sera exécuté sur le matériel. Comme pour la partie matérielle, nous avons besoin pour la partie logicielle de simulateurs, de débuggers et de profilers. Et typiquement, ce qui va être intéressant dans un flux de développement co-design et de co-développement, donc, ça va être d'avoir dès la description HDL un simulateur qui va nous permettre, sans avoir fait la synthèse, le placement routage, d'exécuter un code C sur un simulateur du code HDL. Ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'industrie comme flux de développement typique pour un système embarqué. J'ai mentionné le fait que le langage C était le langage utilisé pour le type de développement de systèmes embarqués. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en 2009, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, eh bien 60% des systèmes embarqués étaient programmés en langage C. Pour 22% des systèmes, ils l'étaient en C++. Donc on reste dans la même famille de langages. Alors, pourquoi on utilise le C et le C++ pour programmer les systèmes embarqués? Eh bien, tout simplement parce que le langage C, c'est super, surtout comparé à l'assembleur. Quand vous programmez en langage C, vous n'avez pas besoin de vous soucier du nombre de registres dans votre processeur. Vous n'avez pas besoin de vous soucier du nombre d'étages de pipeline dans votre architecture. Le parallélisme d'instructions, on y reviendra plus tard, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, c'est le compilateur qui fait ça pour vous. Les boucles, vous écrivez des boucles for et elles sont optimisées automatiquement en assembleur, lors du processus de compilation. Les accès aux mémoires cache, on y reviendra dans le cours sur les aspects architecture, c'est pareil, vous n'avez pas à vous en soucier. Et enfin, pour la représentation des données, eh bien c'est beaucoup plus simple qu'en assembleur. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà essayé de représenter une structure de données en assembleur, c'est très compliqué. En langage C, c'est très simple. Vous faites un typedef struct, vous listez les différents attributs de votre structure, et c'est fini. En assembleur, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, le langage C est très pratique, puisqu'il permet de s'abstraire, d'ignorer tout un tas de détails de l'architecture sur lequel on va exécuter notre application. Le problème du langage C, c'est qu'en revanche, il est particulièrement mauvais pour exprimer du parallélisme. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le langage C se base, et le C++ également, se base sur le modèle de la machine de Turing. La machine de Turing, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'ancêtre de l'informatique moderne, et c'est un système dans lequel vous avez une tête de lecture sur un ruban. Cette tête de lecture va lire l'instruction à l'endroit du ruban sur lequel elle se trouve, l'exécuter et passer à l'instruction suivante.
etc., etc. Et donc elle va successivement lire des instructions et les exécuter. Parmi ces instructions, certaines vont demander de faire des sauts, c'est-à-dire qu'elles vont demander de lever la tête de lecture, de rembobiner ou d'avancer le ruban qui se trouve en dessous de quelques instructions ou quelques dizaines d'instructions, puis redescendre la tête de lecture pour continuer l'exécution du programme. Ce modèle d'exécution est très puissant, mais il est profondément séquentiel. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la tête de lecture, elle n'exécute qu'une seule instruction à la fois. Vous n'avez donc absolument pas de parallélisme, il y a un point d'activité unique dans votre programme. Le deuxième problème, c'est qu'il y a un état global à votre programme. Quand vous exécutez des instructions, vous allez mettre à jour des variables, et si vous mettez en pause à un moment donné votre programme, eh bien, chaque variable a une valeur bien définie. Ça, c'est un avantage indéniable, mais encore une fois, cela va aller complètement à l'encontre d'un calcul parallèle. Dans un calcul parallèle, eh bien, selon la vitesse des différents calculs effectués en parallèle, il va être difficile de savoir, si on fait pause à un moment donné, l'état exact de toutes les variables, puisque cela dépendra de la vitesse à laquelle les calculs ont été faits en parallèle. La dernière chose, c'est le temps. Dans ce modèle de calcul, et donc dans le langage C, il n'y a absolument pas de notion de temps. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas prévu dans le langage. Quand vous voulez mesurer le temps dans un programme en langage C, vous êtes obligé de faire appel à des fonctions, clock, qui vont vous permettre eh bien, de récupérer des nombres de coups d'horloge de l'horloge de votre processeur. Et donc, à partir de ce coup d'horloge, en multipliant par la fréquence du processeur, vous êtes capable d'obtenir un temps entre un moment A et un moment B auquel vous avez appelé la fonction clock dans votre programme. Donc on va pouvoir constater un temps dans le programme en le mesurant. Le problème, c'est que déjà ce n'est pas portable. C'est-à-dire que votre programme, vous le lancez sur un processeur A et sur un processeur B, même deux processeurs identiques théoriquement, à cause des variations du processus de fabrication, eh bien ces deux processeurs n'auront pas exactement la même vitesse d'exécution, et donc vous allez avoir des résultats différents. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, votre code ne sera pas portable. Le deuxième problème, c'est que cela vous permet uniquement de mesurer du temps d'exécution, mais cela ne vous permet absolument pas de garantir un temps d'exécution dans votre programme. Imaginez que votre langage C, vous l'utilisez pour développer le système d'ABS dont je parlais tout à l'heure, dans lequel eh bien, il faut garantir qu'un temps donné, en quelques microsecondes, maximum, peut arriver entre l'appui sur le frein et le déclenchement du système d'ABS. Eh bien, cette contrainte temporelle ne peut pas être exprimée en langage C. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire dans votre programme « je veux que cette fonction soit toujours exécutée en moins de 2 millisecondes », ça n'existe pas. Vous allez obligatoirement devoir coder votre fonction, l'exécuter et mesurer le temps d'exécution pour vérifier si le temps est respecté. Ce qui serait idéal dans ce genre de problématique, ce serait que ce temps d'exécution puisse être garanti par le compilateur, c'est-à-dire que l'on puisse dire au compilateur « cette fonction doit toujours être exécutée en temps de microsecondes » et que le compilateur puisse nous dire oui ou non pendant le processus de compilation en fonction de la puce visée. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, et donc pour toutes ces raisons, le langage C, qui est un langage très bien, n'est pas un langage satisfaisant pour pouvoir développer des applications parallèles. Du point de vue de VHDL et du Verilog, qui sont donc les langages de description hardware, eh bien on a à peu près le même genre d'arguments. Ce sont des langages qui sont très puissants pour s'abstraire d'un certain nombre de notions, comme le nombre de transistors ou le temps de propagation au sein d'une puce, mais ce sont des langages qui sont assez mauvais pour d'autres choses, dont tous les aspects logiciels. C'est-à-dire que quand vous développez votre puce avec du VHDL, eh bien ce n'est pas fait même si vous avez un simulateur, ce simulateur est en général très peu efficace pour exécuter du code C que vous auriez compilé par ailleurs. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque ce n'est pas le sujet du cours, et si vous êtes intéressé par ces problématiques, je vous invite à aller voir les cours de développement matériel. Alors qu'est-ce qu'on voudrait? Puisqu'on a vu le flux de développement qui existe aujourd'hui, et maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il nous faudrait pour améliorer la productivité des ingénieurs? Quel est le flux de développement idéal? Quel est le Graal du flux de développement que l'on aimerait bien atteindre et que les entreprises aimeraient bien nous acheter? Eh bien, tout d'abord, c'est de partir d'une description de l'algorithme qui soit à plus haut niveau que le langage C. On va y revenir dans la suite du cours, mais c'est-à-dire
un langage qui s'abstrait encore plus des notions d'architecture. De l'autre côté, on aurait aussi également besoin d'un langage de description matérielle qui soit également de plus haut niveau, c'est-à-dire qui soit encore plus performant que le VHDL. Ces deux entrées seraient données conjointement à un outil de Design Space Exploration, c'est-à-dire un outil qui va compiler finalement ces modèles d'application en entrée et qui va faire des optimisations automatiquement, aussi bien sur la partie logicielle que sur la partie matérielle. Ce faisant, il sera capable de faire des décisions hardware, c'est-à-dire de décider par exemple du nombre de cœurs, en fonction de la charge de calcul que représente l'application. D'accord? Ce serait un outil donc cross-layer, c'est-à-dire un outil qui partirait de l'applicatif, d'un très haut niveau d'abstraction, et qui irait jusqu'au hardware à très bas niveau d'abstraction. On va encore une fois y revenir un peu plus tard dans le cours. Cet outil permettrait de générer à la fois le matériel et le code qui sera exécuté sur ce matériel, avec idéalement un code qui pourrait même être portable, c'est-à-dire un code qui pourrait être exécuté sur différentes cibles. Aujourd'hui, cela n'existe pas. Bien évidemment, on aura de toute façon besoin des simulateurs, des capacités de débugage et de profilage pour mesurer les différentes caractéristiques des architectures et des programmes. Tout cela, ça n'existe pas aujourd'hui, mais c'est ce vers quoi on tend, et c'est le sujet de nombreuses recherches, aussi bien dans le milieu académique que dans le milieu industriel. C'est un sujet de recherche qui nous intéresse tout particulièrement puisque les enseignants que vous avez eus pendant toutes vos scolarités à l'INSA, dont moi, eh bien, travaillons sur cette thématique de recherche. Notamment, nous avons proposé différents modèles d'un haut niveau d'abstraction pour designer des applications, différents modèles d'architecture à haut niveau d'abstraction, des méthodes qui permettent d'effectuer la compilation conjointe de ces modèles et donc de faire des choix de design hardware et logiciel les plus intelligents possibles, mais également des systèmes qui permettent automatiquement de gérer l'exécution des programmes sur des architectures parallèles, multicœurs, hétérogènes. Nous arrivons à la fin de cette conclusion, et donc de quoi va-t-on parler dans ce cours? Eh bien, nous allons parler des différentes architectures qu'il existe à l'état de l'art, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux sur le marché, dans les processeurs multicœurs hétérogènes. Nous vous présenterons ça notamment dans le troisième cours. On verra également quelles sont les méthodes, les outils que l'on peut utiliser pour programmer ces processeurs multicœurs hétérogènes. Et enfin, on essaiera de présenter les différents challenges auxquels il faut répondre pour déployer une application efficacement sur une architecture multicœur. On verra que faire du code multicœur parallèle, et vous le verrez en TP, c'est facile. Maintenant, être capable d'exploiter efficacement les ressources de calcul disponibles en parallèle, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Ceci conclut l'introduction. Rapidement, le reste de cours sera organisé comment? Eh bien, dans ce premier cours, nous allons maintenant parler des langages et des modèles de calcul, puis dans le dernier chapitre, des différentes méthodes de programmation pour les MPSoC. Dans le deuxième cours, ce qui sera un cours beaucoup plus technique, nous parlerons de 3 outils, de 3 langages, de 3 méthodes qui permettent de programmer des systèmes parallèles, que sont PSRED, OpenMP et les modèles Dataflow. Dans le cours numéro 3, nous parlerons de l'architecture, avec les différents composants d'une architecture parallèle, avec également des classifications, c'est-à-dire des systèmes qui vont nous permettre rapidement de comprendre comment fonctionne une architecture parallèle. Puis, dans le polycopié du cours, vous trouverez également des informations sur des exemples de puces qui existent sur le marché, et quelques mots sur des modèles d'architecture. Enfin, dans le dernier cours, on s'intéressera à des aspects un peu plus théoriques qui portent sur comment faire en sorte qu'une application donnée soit déployée efficacement sur une architecture parallèle. Et on verra que c'est loin d'être une chose simple, aussi bien théoriquement qu'en pratique. Voilà, ceci termine l'introduction. Je vous retrouverai dans le prochain chapitre pour parler des langages et des modèles de calcul.